Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation à faire une présentation à ces journées Aléa. Au début, je vais vous parler de marche aléatoire sur des complexes impliciaux. Et le travail que je fais, c'est un travail en cours. Alors, certains l'ont déjà écouté et je m'en excuse auprès d'eux. C'est un travail avec Laurent de Creusefond, qui est à Télécom Paris, Thomas Bonis, qui est à l'Université Gustave Eiffel, et Zian Zhang, qui était une ancienne doctorante de Laurent. Voilà. Alors, il y a une petite histoire au problème que je vais vous raconter aujourd'hui, qui est inspirée en fait de la santé publique, même si en fait on va s'en écarter assez vite. Ah oui, alors j'essaye de baisser tous les tableaux. Voilà. Donc, en fait, j'ai considéré ces problèmes de marche aléatoire sur des graphes aléatoires initialement, avant que ce soit des complexes impliciaux, à plusieurs reprises. Donc, initialement, on avait été confronté à des données concernant l'épidémie du sida à Cuba. Et en fait, le système de santé étant centralisé à Cuba, donc c'est le graphe qui est tout à gauche, on a des grandes données qui sont des données de contact tracing. Donc déjà, dès le contact tracing a commencé à Cuba en 1986, donc bien avant toute crise sanitaire. Enfin, le sida était aussi une crise sanitaire. Et donc, l'idée que vous connaissez maintenant tous, c'est que lorsque quelqu'un est dépisté séropositif, il en informe ses partenaires. Donc là, c'est les partenaires sexuels de moins de 2 ans qui vont eux aussi se faire dépister. Et s'ils sont séropositifs, voilà, ça continue. Voilà, donc le graphe que vous voyez, en fait, ici, c'est vraiment le graphe des relations sexuelles entre les personnes dépistées séropositives. Voilà. Le deuxième exemple que j'ai, c'est donc là, c'est l'épidémie de l'hépatite C chez les usagers de drogue. Donc aussi quelque chose de très intéressant. Donc en 2015, en fait, il y a eu des nouveaux médicaments pour prévenir que les gens peuvent prendre préventivement pour prévenir la contamination par l'hépatite C. Et l'hépatite C, c'est quelque chose qui se rencontre très peu dans la population générale, mais par contre, chez les usagers de drogue, c'est quelque chose il y a une très forte prévalence. Et donc, les médecins et les sociologues avec qui je travaillais m'ont posé la question, comment, en tant que mathématicien, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour essayer de bloquer l'épidémie? Mais bien sûr, je leur ai dit, ça dépend de la forme du réseau social sur lequel ça se propage. Et en fait, personne ne connaissait la forme du réseau social des usagers de drogue. Bien sûr, c'est une activité qui est illégale, donc on ne peut pas faire, pour des raisons de confidentialité, une base de données avec juste les usagers de drogue et qui s'injectent de la drogue avec qui. Et donc, en fait, on va là aussi explorer la structure par démarche aléatoire. Donc, explorer une structure par démarche aléatoire, c'est quelque chose de naturel quand on veut découvrir quelque chose d'inconnu, en particulier en plus, que ce soit pour les contacts sexuels ou les usagers de drogue, on ne sait pas forcément quelle est l'entièreté de la population au départ. Et de plus, maintenant pour les questions de RGPD ou de confidentialité, ça a aussi un intérêt de regarder des méthodes d'exploration de population ou de sondage de cette forme-là. Voilà. Donc il y a des questions très intéressantes que malheureusement je ne vais pas aborder aujourd'hui. Par exemple, une des premières questions qu'on peut se poser, une fois qu'on a... Donc ça, c'était des données australiennes, et avec les gens avec qui j'ai travaillé, on a fait la même chose pour trouver le réseau parisien. Bien sûr, une première question qu'on se demande, c'est est-ce que ce qu'on trouve ressemble... À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à la vraie population ou est-ce qu'il y a des biais? Et c'est sûr qu'il y a des biais. Ce que vous savez, c'est que si vous avez beaucoup d'amis ou beaucoup de contacts, vous êtes beaucoup plus facile à trouver que si vous avez personne. Donc ces biais, on a étudié ça avec une de mes anciennes doctorantes, Thuivot. Et dans le cas de graphes denses en particulier, il y a des formules explicites qui sont très, très agréables. Mais aujourd'hui, du coup, je vais plutôt vous parler de juste la marche aléatoire et son exploration d'une structure compliquée. Alors, il y a plusieurs raisons, des raisons topologiques pour lesquelles on va regarder des complexes impliciaux. Et puis il y a aussi, au moment de la crise sanitaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc quand quelqu'un était
dépisté positif à la Covid, il est envoyé au tout début de la crise sanitaire l'ensemble des contacts à la sécurité sociale qui appelaient tout le monde. Et en fait, on peut se dire, dans des cas où on essaye d'aller plus vite, par exemple, si moi j'indique mes contacts, mais que je sais aussi qui se connaît entre eux, ça veut dire que j'ai aussi des informations sur les clics, par exemple de 3 personnes, de 4 personnes, et pas seulement sur les arêtes. Et donc, peut-on utiliser ces informations? Et donc, quand on a un réseau, par exemple le réseau sexuel, il est souvent bipartite, mais des réseaux comme ici, on peut avoir aussi des clics et se poser la question de la découverte de ces structures également, quoi. Voilà. Donc, si maintenant j'oublie complètement les motivations initiales, puis je ne parle plus que de mathématiques. Donc, on va regarder des réseaux aléatoires. Donc, j'ai avec des nœuds et des arêtes. Les nœuds, ils sont indicés de 1 à n. Et les arêtes, on va les regarder des fois orientées et des fois pas orientées. Donc, s'il y a des accolades, c'est que les arêtes ne sont pas orientées. Et si les arêtes sont orientées, il y aura des crochets. Voilà. Et comme vous savez, la matrice d'adjacence, donc le graphe peut être représenté par sa matrice d'adjacence, qui est une matrice NN, où vous avez un 1 si vous avez une arête entre U et V. Donc ici, je ne vais pas regarder le cas où les graphes vont être simples. Il n'y a pas plusieurs arêtes entre deux nœuds différents. Et il peut y avoir des boucles, mais on peut, dans un premier temps, ne pas les regarder. Donc, je vais faire un exemple très simple qui va servir pour un moment dans la suite de l'exposé. Et puis, comme on est en fin de journée, donc je vais faire quand même beaucoup de dessins. Voilà. Donc, je vais faire ce graphe-là, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je vais mettre une autre arête ici, 6, 7. Et, comme j'ai un peu travaillé pendant la pause, il y a la matrice d'adjacence qui est déjà écrite. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si on regarde la matrice d'adjacence de ce graphe? En fait, on voit qu'il y a 2 composantes connexes, ça se voit sur le tableau. Et si je regarde le Laplacien du graphe, qui est la matrice d'adjacence G moins la matrice diagonale avec les degrés, qu'est-ce que ça me donne? Donc ici, si je regarde l'individu 1, d'accord, on voit qu'il y a 2 arêtes qui partent de lui, donc il est de degré 2. Donc si je retranche D, ça va faire ici moins 2, ici moins 3. L'individu 3, il y a 4 arêtes, il est sommé de 4 arêtes, donc moins 4, moins 3 et moins 2. Et puis là, j'ai moins 1, moins 1. D'accord, donc ce que j'ai tracé ici, c'est le Laplacien de mon graphe. Et puis ce qu'on voit, c'est que si je regarde par exemple le noyau de ce Laplacien, on voit que le noyau est de dimension 2. Les vecteurs propres, c'est en fait les indicatrices de chacune des composantes connexes. D'accord, si je multiplie cette matrice par ce vecteur-là, je vois bien que sur chaque ligne, la somme des coefficients fait 0. D'accord, donc le nombre de composantes connexes du graphe, c'est la dimension du noyau. Et ça peut servir soit à compter le nombre de composantes connexes, mais ça nous a servi aussi, par exemple, juste à titre d'exemple, pour l'épidémie du sida à Cuba, par exemple, on peut faire du clustering spectral et puis trouver des clusters qui sont densément connectés, d'autres qui sont moins connectés. Et par exemple, là, si on représente la plus grande composante connexe, on ne voit pas grand-chose en termes d'information. Par contre, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des clusters qui sont très hétérosexuels, qui sont les clusters les plus anciens. C'est par eux que l'épidémie a été introduite sur l'île. Et ensuite, l'épidémie a explosé quand elle a atteint les couches homosexuelles de la population, en passant par des clusters un peu plus bisexuels, quoi. Voilà. Donc, on peut avoir des informations comme ça. Mais voilà, pas tout. Par exemple, si je regarde une structure comme celle-ci, là, il n'y a qu'une seule composante connexe, mais on voit bien qu'elle a une structure un peu plus particulière. Et donc, on va rechercher en fait d'autres caractéristiques topologiques de la structure qu'on est en train d'explorer, en particulier les trous, les cavités, etc. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, on va regarder aussi ce qui se passe quand on marche sur des complexes simpliciaux.
Et donc l'idée, c'est d'ajouter des cliques. Alors, pas forcément toutes les cliques. Un complexe simplicial, c'est quoi? C'est la généralisation d'un graphe. Je vais rajouter en plus, par exemple dans mon exemple, ici des triangles. Donc je vais prendre ces deux-là. Mais par exemple, je ne prends pas forcément le dernier. Je ne suis pas obligé de tous les mettre. Donc le complexe simplicial, c'est vraiment la génération du graphe. C'est l'objet qu'on va explorer. Il n'y a pas forcément dedans toutes les arêtes, tous les triangles, etc. Donc, alors peut-être que je dis des choses qui sont connues de tout le monde ici. Donc, si ce n'est pas le cas, donc, un cas simplexe, c'est un ensemble de K plus un sommet. Alors pourquoi il y a ce décalage? C'est parce que si on regarde un sommet, c'est une dimension 0. Si je regarde une arête, ce sera une dimension 1, mais il y a 2 sommets. Un triangle, du coup, c'est une dimension 2, mais il y a 3 sommets, etc. Donc en fait, les cas simplexes, c'est les cliques avec K plus 1 sommet. Et il n'y a que 2 orientations possibles, positives ou négatives. Et quand on a un cas simplexe, on peut introduire ses faces, ça veut dire que j'enlève un des sommets. Donc par exemple, les faces du triangle ici, c'est les 3 côtés, les 3 arêtes. Et puis les cofaces, c'est quand on regarde la dimension au-dessus. Donc si je prends par exemple l'arête 2, 3, elle a 2 cofaces qui sont ici les triangles 1, 2, 3 et 2, 3, 4. Okay. Et donc un complexe simplicial, c'est un ensemble, tout comme le graphe, c'était un ensemble de sommets et d'arêtes, le complexe simplicial, c'est un ensemble de sommets, d'arêtes, de triangles, de tétraèdres, etc., avec une condition qui est que ce soit hiérarchiquement emboîté. Donc par exemple, si j'ai un triangle, je dois avoir les 3 arêtes du triangle et les sommets qui correspondent. D'accord ? Si j'ai une arête, j'ai forcément les 2 sommets qui composent l'arête. Et donc, notre complexe simplicial, c'est C, c'est l'objet sur lequel on va marcher. Et SKC, ça va être les cas simplexes de C. Donc par exemple ici, S de C, c'est les 2 triangles qui sont là. C'est clair ? Oui. Mais par exemple, le graphe qui est, enfin, le simplexe qui est, enfin, la chose qui est tracée là, c'est pas un complexe simplicial parce qu'on en crée par exemple l'arête 1, 4, entre autres. Non, ça c'est bon, parce que je peux ne pas avoir l'arête 1, 4. J'ai pas de triangle qui a 1 et 4 comme sommet. Donc je ne suis pas obligé d'avoir l'arête 1, 4. D'accord ? Là, en fait, mon complexe simplicial, c'est les triangles 1, 2, 3, 2, 3, 4. Il y a forcément toutes les arêtes qui correspondent. Mais on ne contient pas forcément toutes les cliques. Mais non, voilà, c'est ça que je voulais dire. Comme dans un graphe, tu n'as pas forcément toutes les arêtes non plus. OK ? Voilà. OK. Alors, bon, il y a des exemples. Le complexe de Čech, ça veut dire que, alors on peut avoir, et c'est ce qu'on fera un peu à la fin de l'exposé, enfin au milieu de l'exposé, les sommets pour l'instant ils n'ont pas de position, voilà, c'est des sommets abstraits, mais ils peuvent avoir des positions dans un espace métrique. Et donc à ce moment-là, on va dire que si on va, bon, c'est très mal fait, on va tracer des boules autour de chaque centre. Si les boules s'intersectent, par exemple, je vais mettre les arêtes correspondantes. Et si les 3 boules s'intersectent, je peux mettre le triangle qui correspond. D'accord ? Le complexe de Rips-Vitoris, lui, il est construit qu'à partir des arêtes. C'est-à-dire que si j'ai les 3 arêtes, je vais mettre automatiquement le triangle qui est dedans. Et Boissonnat, alors j'ai toutes mes références qui sont en bas de tableau. Voilà. Boissonnat, lui, il a montré qu'il y avait cet emboîtement. Donc finalement, le complexe de Čech, qui est un peu difficile à étudier, on peut aussi l'encadrer de 2 complexes de Rips qui sont vraiment définis à partir des relations par paire. Okay. Et après, moi, ce que je ferai, c'est qu'on regardera ce qui se passe sur une triangulation du tore. Donc, c'est-à-dire que je prendrai le tore des sommets correspondant à la grille triangulaire, hexagonale, et les triangles et chacun des petits triangles ici associés. Et déjà, on verra que ça, c'est un exemple, en tout cas pour nous, qui était déjà compliqué à traiter. Alors, on a besoin de quelques petites notations pour la suite. Donc déjà, en fait, je vais introduire une notation qui sont les chaînes et les cochaînes. C'est-à-dire que très vite, on va voir naturellement, on va avoir envie de faire des additions de sommets ou des additions d'arêtes. D'accord ? Donc, c'est purement formel. D'accord ? Ça ne veut pas du tout dire que je suis pas en train de définir un espace. Je regarde juste, ces cas, ça va être l'ensemble des combinaisons linéaires des cas simplexes. Donc, par exemple,
si je regarde, par exemple, les arêtes qui sont là, je peux introduire C1. Ça sera l'ensemble de la somme de toutes ces arêtes avec des coefficients. D'accord ? Alors, pourquoi donc c'est un bon espace. On peut regarder les fonctions linéaires sur CK. Bon, en fait, comme tous ces espaces en dimension finie sont tous isomorphiques les uns aux autres. Et par exemple, une raison pour laquelle on a envie d'avoir ces objets-là, c'est qu'on va regarder il y a deux applications qui vont être utiles. Donc déjà, l'application de bord, elle va associer à un objet son bord, enfin ses faces, avec des coefficients alternés. Donc par exemple, si je regarde le bord du triangle 1, 2, 3, ça va être une combinaison d'arêtes. Donc naturellement, j'ai envie de faire des additions d'arêtes. Donc je vais enlever déjà l'arête 1. Donc ça va être 2, 3, moins 1, 3, plus 1, 2. D'accord ? Et tout ça est orienté. Et par convention, ce que je vais dire, c'est que le bord d'un sommet, c'est l'application nulle. D'accord ? Donc, CK, on va partir d'un K simplex et lui associer une combinaison de K-1 simplex. Et si je pars de C0, C1, pardon, si je pars de C0, pardon, dans ce cas, le bord d'un sommet tout seul, c'est l'application nulle. D'accord ? Et donc, ce que je peux voir, c'est que si je compose plusieurs fois l'application de bord, j'ai 0, puisque si je regarde maintenant le bord de ce que je viens d'écrire ici, d'accord, donc c'est le bord de tout ça. Alors, c'est une application linéaire, et puis le bord du segment 2, 3, c'est le sommet 3 moins le sommet 2. Donc là, je ne suis pas du tout en train de faire des opérations sur les entiers, d'accord ? C'est juste ma notation pour dire, je prends le sommet 3 avec le coefficient 1 et le sommet 2 avec le coefficient moins 1. Ensuite, j'ai moins le sommet 3 moins, donc plus le sommet 1, et puis plus le sommet 2 moins le sommet 1. Et ce qu'on voit là sur cet exemple simple, c'est que tout se simplifie, et donc ça fait 0. Et donc ça veut dire que l'image du bord, celle qui va de CK plus 1 dans CK, elle est incluse dans le noyau de l'application bord qui va de CK dans CK-1. Et donc, en topologie, on peut introduire cet espace HK, qui est le noyau de delta K, quotienté par rapport à l'image de delta K plus 1. Ça, c'est ce qui s'appelle le kème espace d'homologie. Et sa dimension, c'est le kème nombre de Betti. Alors, moi, je ne suis pas topologue. En fait, je ne suis pas du tout spécialiste de ce que je suis en train de raconter. Et quand on a vu ça, on s'est dit, on part quand même de quelque chose de concret. Avec mes collaborateurs, on est probabilistes. On aimerait bien avoir une interprétation un peu plus probabiliste de ces objets-là pour un peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc, la première partie de cet exposé, c'est déjà donner une interprétation probabiliste de ces deux résultats-là, le nombre de Betti et puis l'espace d'homologie. Donc, prenons K égale 0. Donc K égale 0, je vous rappelle, donc il y a le noyau de delta 0. Le noyau de delta 0, comme delta 0, c'est l'application nulle, c'est tout le monde. Ouais. Mais du coup, ça dépend vachement de comment tu étiquettes tes sommets. L'arête 1,2, c'est pas pareil que l'arête 2,1. Non. Oui, là j'ai mis des crochets, donc c'est orienté. Oui. Oui, et si je réétiquette tout, c'est comme si je changeais de complexe simplicial dans ce que je fais, quoi. Alors, donc, le noyau de delta 0, c'est l'ensemble de tous les sommets. Alors, comme en fait, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de tous les sommets avec des coefficients. Donc, c'est ce que j'ai appelé ici span de V, l'espace engendré par V. Et puis, l'image, donc K égale 0, je regarde l'image de delta 1. Delta 1, c'est l'application qui, à une arête, va associer la différence là, entre ces deux sommets. Donc, c'est quoi cette image ? Si j'écris vraiment ce que c'est ce qui est engendré par toutes les expressions U-V, où UV est une arête de mon complexe simplicial. Donc, finalement, ce que je suis en train de dire, c'est que je quotiente les sommets quand il y a des arêtes entre eux. Donc, finalement, ce que je vais obtenir, c'est bien
H0, ça va bien être les classes d'équivalence correspondent aux composantes connexes. Et bêta 0, c'est le nombre de composantes connexes que je vais avoir. D'accord ? Et donc, on pourrait faire un peu ce même résultat pour comprendre que H1, c'est... que bêta 1, c'est par exemple le nombre de trous dans une surface, bêta 2, le nombre de cavités, etc. Okay. Alors, maintenant, si on regarde les marches aléatoires sur ces objets-là, parce que pour l'instant, j'ai juste parlé de topologie, il n'y a plus de marche aléatoire, on ne sait plus qui c'est qui marche sur le complexe simplicial. D'accord ? Sur le graphe, il y a une marche aléatoire naturelle. On va d'un sommet à un autre en passant par les arêtes qui relient ces sommets. Et puis, quand je regarde un complexe simplicial comme ça, il peut y avoir plusieurs façons de définir les marches aléatoires. Et c'est d'ailleurs une littérature qui est assez abondante. Donc, voilà, que je vais vous décrire un petit peu après. Il me faut juste une application supplémentaire qui est l'application de cobord. Donc, cette fois, elle va dans l'autre sens. Elle va de CK-1 dans CK. Et elle va être définie un peu de la même façon que tout à l'heure. Donc, je prends une fonction qui prend des objets de CK-1, d'accord ? Donc, des K simplex, des K-1 simplex. Et puis, je vais définir une application, delta étoile F, qui va s'appliquer au K simplex. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un par un les sommets et faire la somme alternée de la fonction F appliquée au K-1 simplex où j'ai enlevé à chaque fois un sommet. D'accord ? Alors, reprenons un exemple pour que ce soit simple. Si je prends F, une fonction qui agit sur les sommets, et je regarde delta 1 étoile F de l'arête V0, V1. Donc en fait, c'est quoi ? Si j'applique cette définition, c'est FV1 moins FV0. D'accord ? Donc en fait, si je prends F égale U étoile, ça c'est la fonction qui vaut 1, F de U égale, U étoile de U égale 1 et U étoile de V égale 0 pour U différent de V. En fait, ce que je vois, c'est que delta étoile 1 de U étoile UV, ça c'est moins 1, parce que U, en fait, c'est le sommet dont on part. Si par contre, je regarde une arête qui arrive à U, ça va être plus 1. Et puis si, par contre, il n'y a rien à voir avec U, c'est 0. D'accord ? Donc, delta étoile, on peut voir ça un petit peu comme une application un peu de flux. Ça va nous indiquer si on part d'un sommet ou si on arrive en un sommet. OK ? Voilà. Donc, un petit schéma qui va nous être utile après. Donc, je vais le marquer dans un petit coin. Donc, on a deux façons de naviguer dans notre complexe simplicial pour l'instant. Donc, on peut passer de CK à CK-1, ça c'est l'application de bord, celle qui s'appelle delta K. On peut, dans le dual, passer de CK-1 à CK, ça c'est l'application delta étoile K. Et puis ici, il y a des isomorphismes, d'accord ? Et puis ça continue comme ça pour les différentes valeurs de K. Et on voudrait se servir de ce schéma-là pour naviguer. Donc, si on se rappelle, mon exemple tout au début, la marche aléatoire sur le graphe, elle est liée au Laplacien du graphe. D'accord ? En fait, j'ai oublié de le dire, mais le Laplacien du graphe tel que j'ai écrit tout à l'heure, on peut aussi le voir comme le générateur de la marche aléatoire sur le graphe. Donc, du coup, on cherche quelle est la généralisation en dimension supérieure du Laplacien du graphe. C'est ce qui s'appelle le Laplacien combinatoire. Et sa définition, c'est la somme de deux opérateurs, LK flèche vers le haut et LK flèche vers le bas. LK flèche vers le haut, c'est la combinaison de delta K plus 1 et delta étoile K plus 1. En fait, c'est quelque chose d'assez naturel. Enfin, si je pars d'un objet de dimension K, par exemple CK, je vais partir... alors, en fait, il faut plutôt que je prenne ici CK plus 1 et ici CK plus 1. Donc, je pars de CK plus 1. D'accord ? Je peux aller vers CK... Non, voilà, je le refais. Je pars de CK et je compose déjà avec delta étoile K plus 1. D'accord ? Pour aller dans la dimension supérieure K plus 1. Là, ici, j'ai un isomorphisme et je vais redescendre vers CK avec l'application delta K. Okay ? Et puis,
au lieu d'aller dans la dimension supérieure, je peux aussi aller dans la dimension inférieure en partant de CK, prenant le bord pour aller voir CK-1. Là, c'est pareil par isomorphisme, et je remonte avec l'application delta K étoile. D'accord ? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a ces deux opérateurs. Il y en a un, les deux partent de CK, il y en a un qui passe par la dimension d'au-dessus et l'autre passe par la dimension d'en dessous. Alors, voilà, le théorème combinatoire de Hodge nous dit qu'on a cette somme directe. Le noyau de LK, lui, il est isomorphe à HK, et bêta K, c'est la dimension du noyau de LK. Alors, ce qu'on va voir aussi, ce que je vous dis, c'est que en fait, le spectre de LK, le spectre de LK flèche vers le haut et LK flèche vers le bas, ils correspondent tous. Donc à un moment, on va choisir de se focaliser sur l'un d'entre eux. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, prenons un exemple, parce que sinon, ce n'est pas très parlant. Donc, toujours, je prends K égale 0. Okay, K égale 0, je ne peux pas visiter la dimension d'en dessous, parce qu'il n'y a rien. L'application delta 0, c'est l'application nulle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que le passage par la dimension d'au-dessus, mais ce n'est pas grave. Donc, L0, c'est delta 1 étoile. Alors, delta 1, c'est une application linéaire qui fait correspondre aux arêtes les sommets. Donc, je l'ai aussi écrite ici. Sur mon petit exemple que j'ai dessiné, toujours le même. D'accord ? Je vois par exemple, j'ai l'arête 1, 2, l'arête 1, 3, et j'ai une arête qui part de 1, enfin deux arêtes qui partent de 1. Donc, si je regarde le bord de cette arête, ça va être 2 moins 1, donc 2 et moins 1. Okay ? Si je regarde le bord de l'arête 1, 3, j'aurai 1 et moins 1 ici. Okay, donc ça, c'est la matrice de delta 1. Et si je regarde delta 1 étoile, donc c'est en fait, sa matrice, c'est BB transposé. Donc qu'est-ce qui se passe si je prends U égale V ? Donc je regarde la même ligne, par exemple la ligne 1, et je multiplie par la transposée, c'est-à-dire la colonne numéro 1. Donc j'ai moins 1 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 1. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on va avoir le degré du sommet 1. Par contre, si je prends deux lignes différentes, la ligne 1 et puis ici la colonne 2, par exemple, je vais faire moins 1 fois 1. Là, ici, à chaque fois, ça vaut 0. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le seul qui va compter, c'est s'il y a une arête entre ces deux sommets U et V. Et à ce moment-là, le coefficient sera égal à moins 1. Okay ? Et puis sinon, s'il n'y a pas d'arête entre U et V, le coefficient sera égal à 0. Donc, c'est comme ça qu'en regardant bien cette matrice, on voit que L0 a cette matrice, a cette expression-là. Donc, je retraduis cette matrice comme une sorte de... comme il se doit. Donc, L0W étoile, ça va être la somme sur tous les sommets V pour lesquels il y a une arête entre W et V de moins 1. Donc, je vais avoir moins W étoile. Et puis là, il y a le degré de... Pardon, ça, c'est le V étoile, parce que j'ai mis le moins devant. Et le degré de V, donc ça veut dire que quand V égale W étoile, je vais avoir moins le degré de W fois W étoile. Donc c'est ça le moins W étoile que j'ai mis. J'ai distribué le degré sur la somme. Okay. Et en fait, si on regarde, voilà, je prends une fonction quelconque et je regarde L0 de F, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'à la fin, on trouve par le calcul que c'est F de V moins F de U. Okay. Bon, je vous passe ce petit calcul, mais ça nous dit que pour la marche aléatoire habituelle sur les graphes, qu'est-ce que je fais ? Je prends un sommet, par exemple le sommet 2, je regarde les arêtes qui sont attachées à ce sommet. Donc là, j'ai 2, 1, 2, 3, 2, 4, j'en choisis une. Une fois que j'ai choisi ce sommet, cette arête, par exemple 2, 1, je peux faire le sommet 2 moins l'arête 2, 1, le bord de l'arête 2, 1. D'accord ? Et ça me donne quoi ? Ça me donne 2 moins 2 plus 1. Ça me donne le nouveau sommet qui est en fait le bord de l'autre arête. Okay ? Je prends un sommet, par exemple le sommet 2. Je prends une arête qui est attachée à ce sommet, par exemple l'arête 2, 1. Et je fais 2 moins le bord de cette arête. Et en faisant cette opération, j'arrive sur l'autre sommet de l'arête, ce qui est 1. Et
en fait, c'est ça qui se cache quand on écrit le générateur de la marche aléatoire. Alors, je vais passer juste ici. C'est qu'en fait, fy moins fx, c'est la somme des f, y, je peux le réécrire comme étant x moins le bord d'une arête qui est attachée à x, et puis moins le f de x. Okay, et donc, je peux m'amuser à faire la même chose pour, en dimension supérieure. Donc, malheureusement, ça ne se passe pas si bien. Il y a deux opérateurs, hein, le L avec une flèche vers le haut, L avec une flèche vers le bas. Le L avec une flèche vers le haut, lui, il a bien voilà, les propriétés qu'on veut pour une marche aléatoire, mais pas l'autre, où en fait, ça s'interpréterait plutôt comme du branchement. Donc là, il y a une littérature assez grosse, avec en particulier Mukherjee, Steenbergen, Parzanchevsky, Rosenthal. Donc tout cela ont fait des travaux, ils proposent plusieurs interprétations probabilistes pour comprendre ces Laplaciens d'ordre supérieur. Mais le problème, c'est que du coup, à cause de cette somme d'opérateurs, ils doivent faire des règles comme j'avance un coup avec l'opérateur L flèche vers le haut et un coup avec l'opérateur L flèche vers le bas qui n'est pas vraiment le générateur d'une marche aléatoire. Et ça rend les choses compliquées. Donc avec mes co-auteurs, en fait, on s'est dit, il y a une façon simple de marcher, c'est d'oublier le L flèche vers le bas. Comme le spectre de ces deux opérateurs L flèche vers le haut et L flèche vers le bas est le même, ce n'est pas grave. En termes de spectre, on ne perd rien. Et donc on va essayer de trouver une marche aléatoire qui fasse intervenir que le L flèche vers le haut. Et ça, c'est simple parce que si on regarde un cycle, automatiquement, L flèche vers le bas, appliqué à ce cycle-là, ça va faire 0. Okay, donc, l'idée assez naturelle, c'est la suivante. Donc, je regarde que le L flèche vers le haut. Donc, supposons par exemple que je regarde maintenant l'équivalent de la marche aléatoire, mais en dimension 1. Donc, je regarde un ensemble d'arêtes. Donc, j'ai dit que je regardais un cycle. Alors, peut-être qu'avant de dire que je regarde un cycle, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre déjà une arête, donc toujours l'arête de 1. Je regarde le triangle dont elle est une des faces. Donc ici, c'est simple, il n'y a qu'un seul triangle possible, c'est le triangle 1, 2, 3. Et donc, si je fais cette arête moins le bord du triangle, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner, en fait, ça va me donner le circuit suivant, en vert. Je ne sais pas si on distingue le vert de loin. Mais ce qu'on voit, c'est que comme j'ai fait moins le bord, l'arête, elle va être annulée. Et puis, elle va être remplacée par ce trajet-là, qui va toujours du sommet 2 au sommet 1, mais cette fois qui passe par les autres côtés du triangle. D'accord ? Et donc là, on voit qu'une arête a donné deux arêtes. Donc c'est aussi naturel pour ça d'avoir ces espaces CK qui sont les combinaisons linéaires d'arêtes, parce qu'on ne peut pas rester, quand on a une marche aléatoire sur un graphe, on peut rester un sommet, ça donne un autre sommet, etc. Quand on a la dimension supérieure, une arête donne un chemin, mais ce n'est plus forcément une unique arête. Alors ça, c'est aussi quelque chose dans les articles que j'ai cités ici. Il y a des articles qui associent à une arête une autre arête, mais en fait, naturellement, on a envie d'associer à une arête, par exemple, un chemin. OK ? Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi, c'est quoi l'explication de remplacer le chemin de l'unique arête par un autre Alors, si je fais exactement la même construction que ce que j'ai dit ici, d'accord ? Par exemple, j'ai un cycle, sigma, et comment je le modifie ? Par exemple, sigma, c'est du coup, voilà, c'est du coup ce cycle-là. Je vais choisir un triangle qui est adjacent à ce cycle. Adjacent dans le sens, ça va être une coface. Donc, bon, pour ne pas effacer juste le triangle, je vais prendre cette fois le triangle du bas ici. Et je vais retirer, pareil qu'ici, je vais faire moins le bord du triangle. Et quand je fais moins le bord du triangle, en fait, ça enlève l'arête qui était commune et ça continue le cycle comme ça. Je ne sais pas si ça éclaircit. Alors, en fait, cette opération-là, ça correspond aux opérations que j'avais indiquées ici. Le delta K, delta K star. Ça correspond à prendre un objet, un triangle adjacent, et à lui retirer son bord, donc revenir dans les arêtes. Oui. Oui. Du coup, tu as les marches aléatoires sur l'ensemble des cycles de ton graphe. Oui. Tu n'as pas de souci, justement, l'exemple que tu as donné ou que tu n'avais pas donné, justement,
Il peut se vider. Et là, tu t'es foutu, tu devras revenir Là, tu n'as plus rien. Donc, c'est un point absorbant, quoi. Non, ça veut dire que, par exemple, si tu prends le Tor, qu'on a déjà vu, si ton cycle il est juste comme ça veut dire qu'il est dans la même classe d'homologie que le cycle nul, quoi. D'accord ? Par contre, donc ça veut dire que là, il n'y a rien, en fait. C'est pareil que le cycle où il n'y a rien. Mais si ton cycle il est comme ça, là, par contre, tu ne peux pas le contracter à 0. C'est une autre classe d'homologie. Et si ton cycle il est comme ça, c'est encore une autre classe d'homologie. Ici, dans mon exemple, ce n'est pas très intéressant. Enfin, ce que je veux dire, voilà. c'est comment tu fais pour éviter, si tu lances ta marche aléatoire en commençant tu vas modifier tes classes d'homologie. Oui, c'est ça. En fait, voilà. Donc l'idée, c'est que tu lances tes marches aléatoires, elles tombent dans des cycles d'homologie et tu regardes combien tu trouves de comportements. Oui. Si tu es dans la même classe d'homologie que le cycle nul, ça peut se contracter et après, c'est fini, quoi. Et sinon, si tu es par exemple dans la même classe d'homologie que ce cycle-là, là, ça ne s'arrêtera jamais parce qu'il n'y a pas de point absorbant dans cette classe-là. Je ne sais pas si ce que je dis fait sens. Tu veux dire que ça reste tout le temps la même classe d'homologie ? Oui, c'est ça, voilà. Les classes d'homologie, c'est comme les composantes connexes pour les marches aléatoires simples. Tu ne peux pas sortir de ta composante connexe. Là, tu ne sors pas de ta classe d'équivalence. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ça va ? Voilà, donc là, on s'amuse à faire le même jeu, c'est-à-dire que je passe d'un cycle à un cycle déformé en choisissant un triangle adjacent à ce cycle. Alors, ce qui peut se passer, c'est que les triangles, ils sont pas tous choisis avec la même probabilité. Alors, ce n'est pas le cas ici, mais par exemple, si j'avais un autre triangle ici, cette arête-là, finalement, il y a plusieurs triangles qu'elle peut choisir pour continuer. Donc, le taux de saut, le taux avec lequel le cycle est déformé par rapport à cette arête-là, il va sans doute être plus grand que le taux de déformation par cette arête-là. Okay. Voilà. En fait, c'est la même chose que pour la marche aléatoire. Si vous arrivez sur un sommet qui a un degré fort, vous allez en partir plus vite. Si vous passez dans chaque arête au taux 1, d'accord ? Et si vous arrivez dans un sommet où il n'y a qu'un degré 1 ou 2, là, vous allez passer un temps plus grand. Okay ? Exponentiel de paramètres 1 ou 2, par exemple. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, cette marche aléatoire, une fois qu'on l'a eue, on s'est dit, en tant que probabiliste, il y a deux choses qu'on peut faire avec une marche aléatoire. On peut se poser toutes les questions de connaître ses mesures stationnaires, ses propriétés de transience et de récurrence. Et la deuxième chose, c'est on peut s'intéresser aussi à ce qui se passe quand on renormalise cette marche aléatoire pour avoir des objets continus qui correspondent. Alors pour le premier, en fait, on a, je pense, assez bien exploré le sujet. C'est juste que c'est quand même compliqué parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas très intuitives. Par exemple, il peut y avoir des mesures stationnaires, mais contrairement à la marche aléatoire, la mesure stationnaire, elle n'est pas forcément proportionnelle au degré. D'accord ? Bon, ça, c'est une première chose, alors je ne l'ai pas écrite ici. La deuxième chose, c'est que même si le nombre de sommets est fini, la marche aléatoire n'est pas forcément récurrente. Déjà, elle peut être absorbée, comme l'a fait remarquer Baptiste. Et puis, même dans un cas simple comme le Tor, la triangulation du Tor, qu'on va regarder tout à l'heure, elle peut passer plusieurs fois par la même arête. D'accord ? Rien ne l'empêche de s'enrouler sur elle-même. Alors, je vais essayer de dessiner ça pour comprendre comment ça se passe. Donc, par exemple, il y a la marche, elle passe comme ça, et puis là, elle va s'en aller vers le bas. Rien ne l'empêche de revenir par le haut. OK ? De faire un truc comme ça. Et puis, au coup d'après, si je choisis cette arête-là, hop, et ça va passer comme ça. Et ici, ça passe 2 fois par l'arête que j'ai dessinée ici. Et puis, une fois que je l'ai fait passer 2 fois, je le refais faire un tour vers le bas.
elle revient à nouveau par le haut, puis elle peut s'enrouler une troisième fois, etc. Donc, on a des conditions pour éviter que ça s'enroule, mais même sur un objet qui paraît assez naturel comme les triangulations du tore, on ne peut pas empêcher cet enroulement. D'accord ? Donc, même si le nombre de sommets est fini, par contre, le nombre de marches aléatoires, lui, le nombre de trajectoires, il est infini, et donc on peut avoir des comportements assez riches. Voilà. Jusqu'à... je sais. Voilà. On a, donc, comme j'ai dit, on a des conditions pour que ça ne se produise pas. Et ce que je voulais surtout vous raconter là, dans les quarts d'heure qui restent, c'est la renormalisation de ces objets. Donc, alors, là c'est juste une écriture. Donc, alors ça, c'est juste une écriture probabiliste qui dit qu'en fait, c'est un processus de saut, les marches aléatoires. Mais vous pouvez regarder le générateur. Donc, ce qu'on voit, c'est que donc, je vais là, pour regarder la renormalisation, par contre, il va me falloir me plonger dans un espace. Donc, je vais regarder maintenant le tore, la triangulation sur le tore, donc celle qui concerne tous les sommets de ce réseau triangulaire et les triangles qui correspondent. D'accord ? Voilà. Et donc, voilà, je vais marcher sur cette triangulation. Donc, ça veut dire que j'ai des triangles de... Donc, ah oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, ici, je vais mettre une longueur epsilon n sur ces arêtes que je vais faire tendre vers 0. Et ce tore-là, ça sera toujours... alors, ce n'est pas tout à fait 0,1 carré, mais... voilà, je pense que c'est 0,2. Et 0 racine de 3, c'est juste pour que les triangles soient équilatéraux, mais ça, c'est juste petite... pour des questions de symétrie, quoi. Donc, on fait tendre le nombre de points vers l'infini. Donc, le nombre de points qui se trouve là-dedans, c'est de l'ordre de epsilon n carré, moins 2, pardon, epsilon n moins 2, c'est pour ça qu'il y a un epsilon n moins 2 qui est devant. Et les triangles qu'on ajoute sont de plus en plus petits, donc ça veut dire que les déformations, elles sont de plus en plus petites. Et tout de suite, je pense que ce que vous avez envie de voir, c'est une petite simulation. Donc, celles-là, elles ont été faites par Paul Melotti, de Paris-Saclay. Une fois, j'avais fait cet exposé à Paris-Saclay, et en fait, comme il a bien aimé, il a fait des simulations. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui bouge comme ça. Et alors, ce qui est assez bien sur ces simulations, c'est que, en fait, on voit que les cycles, ils peuvent faire des petites bulles. D'accord ? Si vous regardez ici, le cycle, à un moment, quand vous avez des triangles... Alors, supposons qu'à un moment, le cycle il soit comme ça. Au coup d'après, je prends le triangle ici, donc je déforme le côté comme ça. Et puis au coup d'après, je fais faire pousser un triangle ici. Et puis après, je peux enlever le triangle qui se trouve là. Hop, ça le coupe en deux. Et la petite bulle, elle peut partir et revenir. Okay ? Cette petite bulle-là, elle est dans la même classe d'homologie que le cycle nul, donc elle peut se contracter et complètement disparaître. Ou alors elle peut venir se recoller au cycle existant. Okay ? Par contre, ce cycle-là, comme lui, il correspond à celui qui fait le tour du tore, lui, il ne peut pas se contracter sur 0. Donc, je ne serai pas absorbé. Et c'est pour ça qu'on a la simulation faite par Paul. Voilà. Alors, je vais revenir à... Donc là, il n'y a pas d'enroulement. Parce que... il n'y a pas d'enroulement parce que je fais le tour dans le bon sens du tore. En fait, je suis dans une condition qui m'assure qu'il n'y a pas d'enroulement. Il y a une autre façon aussi de ne pas avoir d'enroulement, mais en fait, je pense que c'est ça qu'a fait Paul. C'est plutôt que de mettre les coefficients réels, je peux mettre les coefficients dans z sur 2z. Et dans ce cas, c'est soit 0, soit 1. Et là, du coup, tout devient infini, l'espace d'état devient fini, et il n'y a plus d'enroulement, on ne peut que effacer des choses qui sont déjà faites. Voilà. Alors, du coup, ce qui avant était une combinaison d'arêtes, donc le cycle c'est une combinaison d'arêtes, quand je le renormalise, en fait, ça va devenir un chemin.
D'accord ? Donc il faut regarder un chemin dans un espace métrique. Et ces chemins-là, comme le mouvement brownien, ils sont très irréguliers. C'est ce qu'on voit aussi sur la simulation faite par Paul. Et donc, si je regarde quelque chose comme la longueur du chemin, elle va tendre vers l'infini. Et donc, quand on a des objets irréguliers comme ça, on fait exactement comme pour le mouvement brownien, on va les mettre en regard d'objets réguliers pour lisser tout ce qui est l'irrégularité. Donc, ça, c'est en fait, là, on suit les idées qui étaient un peu en topologie. Donc, ce qu'on va regarder, c'est l'ensemble des formes différentielles. Donc, c'est elles qu'on va intégrer le long des chemins. Et donc, si on veut prendre en compte des chemins irréguliers, on va prendre des formes différentielles qui, elles, vont être irrégulières. Donc, les ensembles d'arêtes, ça va devenir des chemins. Donc, le 1 ici, c'est la dimension. C calligraphique, c'est l'ensemble des chemins. Je vais regarder les formes différentielles et puis les fonctions que je vais regarder par rapport au chemin. La fonction du chemin que je regarde, c'est la fonction qui a un cycle, va associer l'intégrale sur sigma d'une fonction phi, et pour avoir sa loi, il faut aussi que je mette une autre fonction autour. D'accord ? Donc c'est ça les fonctions test naturelles que je veux regarder pour la convergence en loi de mes cycles. Et en fait, il va falloir, pour lisser l'irrégularité de sigma, que je vais avoir quand l'arête tend vers 0, que je regarde des fonctions phi qui sont régulières. Donc, en fait, moi, j'aurais besoin qu'elles soient 4 fois dérivables. Donc, C1,4, ici, c'est les fonctions que je peux intégrer sur les chemins et qui vont être définies à partir de fonctions ici qui sont de classe C4. Okay, bon, ça, c'est des petits détails techniques. Alors, c'est quoi l'objet limite ? Donc, l'objet limite, on regarde l'équivalent du laplacien combinatoire. Donc, ici, c'est l'opérateur de Hodge. D'accord ? Donc, ce qui correspond à l'application de Bohr avant, là, ça va être la dérivée extérieure, qui est définie comme ça. On peut définir aussi D étoile. Et quand je compose D et D étoile, ça me donne l'analogue du laplacien combinatoire, mais en continu, qui est en fait l'opérateur de Hodge. Et donc, le théorème qu'on a, c'est que cette marche aléatoire à valeur cycle, donc ce cycle qui se déforme, quand je fais tendre le pas n epsilon n vers 0, il converge vers la solution, une sorte de diffusion dont le générateur, ça serait cet objet-là. Et puis, en fait, c'est la seule chose que je sais dire, c'est-à-dire que si vous me demandez maintenant à quoi est relié cet objet, est-ce qu'on le retrouve ailleurs dans la littérature, en fait, je ne sais pas. Donc, quand on regarde les simulations, d'accord, les simulations, elles font penser quand même à... Il y a plein d'objets qui pourraient correspondre à ces figures-là. Donc, il y a des gens qui ont regardé des boucles browniennes dans le plan, des choses comme ça, mais en fait, nous, on ne sait pas faire. Voilà, on ne sait que montrer que l'objet limite, c'est celui qui a le générateur que je vous indique ici. OK. Voilà. Alors, la preuve, elle est simple, mais en fait, elle n'est pas complète à ce jour. Donc, je vous présente des choses pas finies, mais bon, on a quand même grand espoir que là, maintenant, on a quasiment terminé. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on a un peu renoncé, qui reste un problème ouvert, c'est la ligne qui se trouve ici. Donc, il faut des conditions sur le cycle initial. Ça, c'est normal, d'accord ? Il faut des régularités. Quand on regarde des théorèmes de convergence pour des marches aléatoires, on a par exemple des conditions de moment sur la condition initiale. Donc ça, ces conditions-là, elles sont naturelles. D'accord ? J'ai rappelé les normes ici. En fait, c'est toujours des normes d'opérateurs, etc. Et ça, c'est comme des normes de Sobolev. Ensuite, il y a deux hypothèses. Alors, il y a une hypothèse qui correspond à la flat norm. Alors, la flat norm, c'est quoi ? C'est si je regarde un chemin sur mon tore, en fait, je peux me dire que je vais regarder donc en fait quelque chose de plus lisse. Ça va être T. Lui, il va être... Donc, si je regarde la courbe blanche moins la courbe jaune, c'est en fait finalement le chemin qui passe par les deux courbes, je regarde la régularité de ça, donc c'est le premier terme, et ensuite, je regarde grosso modo l'air qui se trouve à l'intérieur de T. Donc, si je suis petit en flat norm, ça veut dire que j'ai à l'intérieur de T une aire qui n'est pas trop grande et qu'en fait, la longueur du chemin blanc et du chemin jaune ne sont pas très grandes non plus. Les deux sont lisses. Okay ?
Donc, on va avoir besoin de cette hypothèse-là, mais cette hypothèse-là, en fait, elle est facilement satisfaite si je mets les conditions pour que mon chemin ne passe pas 10 fois par la même arête. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand mon chemin il reste simple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre grosso modo t de façon à ce que sigma moins le bord de t soit la condition initiale sur laquelle j'ai déjà fait des hypothèses. Et puis ensuite, sur mon tore, ça c'est plus petit que l'aire du tore, donc c'est borné. Donc là, du coup, je vais bien voir que la flat norm ici sera finie. Donc cette deuxième hypothèse, en fait, elle n'est pas du tout restrictive. On sait dans certains cas comment faire pour corriger et qu'elle soit satisfaite juste en faisant des hypothèses sur la condition initiale. Par contre, cette hypothèse-là, ça dit qu'en fait, à un moment, il ne faut pas que mon nombre d'arêtes soit trop grand. Parce que quand mon nombre d'arêtes devient très grand, bah, ma marche aléatoire, elle s'emballe et il peut y avoir des phénomènes d'explosion que je ne contrôle pas. Donc, on a très envie de penser que la longueur du chemin, bah, ça doit être du 1 sur epsilon n. Mais en fait, voilà, ça c'est encore une... Alors, la longueur du chemin renormalisée, mais ça c'est encore... Donc ça tend bien vers l'infini, quand epsilon n tend vers 0. Mais voilà, mais ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire encore. Donc, si j'impose des conditions pour qu'il n'y ait pas d'enroulement infini autour des mêmes arêtes, cette condition elle est satisfaite. Et on connaît des conditions suffisantes pour que ce soit vérifié. Mais ce n'est pas vérifié sur les triangulations du tore, qui est quand même un exemple qu'on aimerait bien pouvoir traiter. OK, voilà. Oui. Ah oui, alors le 1 et le 2 ici, ça fait référence à la dimension 1. Donc ça, c'est grosso modo la longueur du chemin. Et C2, c'est l'aire, ici. D'accord ? Et des fois, il y a une virgule, virgule 4. Le 4, après, c'est la régularité dont j'ai besoin. D'accord ? Donc la flat norm, c'est comme je disais, la flat norm d'un chemin, c'est l'aire, grosso modo, qui est à l'intérieur du chemin, plus la différence. D'accord ? Il ne faut pas que tu triches trop en lissant trop ton chemin. Si ton chemin est très irrégulier, tu dois le retrouver quand même quelque part. Et donc, tu as la longueur de ton chemin moins le bord de t que tu as rajouté, quoi. OK ? Voilà. Donc, sous ces conditions-là, ensuite, on fait des gros développements limités. Et au début, on pensait avoir résolu le problème. Mais en fait, parce que, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des choses très bêtes. On s'est mis, donc notre triangulation du tore, c'est simple, chaque arête, il y a 2 triangles de chaque côté. Donc on a fait des développements limités pour faire apparaître l'opérateur L, et on était content. Sauf qu'en fait, bah, mon chemin, comme il va être sans doute de longueur 1 sur epsilon n, en tout cas très grand, bah, il ne faut pas que quand j'additionne ce qui se passe, les erreurs que j'ai de mes développements limités sur chaque arête, que ça explose non plus. Et donc en fait, ça nous a pris beaucoup de temps pour faire les développements limités, de sorte à ce que quand j'additionne sur toutes les arêtes du chemin, ça n'explose pas. Et donc ça, c'est le résultat qui est important, c'est que le générateur de notre marche aléatoire, il ressemble au générateur donné par l'opérateur de Hodge, mais surtout, il faut que le reste, il soit exprimé dans la norme flat plus la norme C1 du chemin, avec un epsilon n carré devant. D'accord ? Et donc, pour obtenir cette erreur-là, il faut, en fait, la seule façon qu'on a trouvée, c'est de faire les développements limités, mais on ne peut pas s'isoler à un triangle, il faut systématiquement que les erreurs elles soient compensées en regardant les 2 triangles à la fois, par exemple. Voilà. Donc ça veut dire aussi que ce qu'on a fait pour les triangulations du tore, pour l'instant, on n'est pas capable de le faire pour d'autres, nous donner une autre triangulation même sympathique. D'accord ? Il faut que je refasse tous les calculs pour vous dire si oui ou non ça converge ou pas. Okay ? Donc pour l'instant, le résultat, bon, il est quand même, moi je trouve joli et agréable, c'est pour ça que je vous le présente, mais il reste quand même déjà pas tout à fait terminé, j'espère dans les jours qui viennent, et surtout, il reste associé à la triangulation du tore, qui est quand même un exemple très particulier, il n'a pas de généralité du tout. Voilà, il reste quelques minutes pour des questions, merci beaucoup.